Bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Antenne 2. On vient tout juste de l'apprendre. François Mitterrand s'adressera aux Français demain soir à 20 h. Au lendemain des élections, le chef de l'État, qui est désormais le maître du jeu, recevra dès demain matin son Premier ministre, M. Michel Rocard. Nous reviendrons sur cette information dans quelques instants. Alors en attendant, arrêtons-nous sur le bilan des élections législatives. Pas de majorité, vous le savez, à l'Assemblée nationale. L'URC et le Parti socialiste sont au coude à coude avec un léger avantage au Parti socialiste. Dès hier soir, 20 h, souvenez-vous les petits bonshommes, l'estimation BVA affichée sur notre antenne montrait clairement qu'aucune formation ne franchirait la barre des 289 élus. C'est la première fois depuis le début de la Ve République que les électeurs ne donnent pas, après dissolution de l'Assemblée, une majorité à un parti politique. Alors au-delà d'un constat, nous allons essayer ce soir de mettre les résultats en perspective. Commençons par visualiser la nouvelle Assemblée nationale. Le groupe socialiste sera incontestablement le plus important. Pour la première fois, l'UDF dépasse le RPR. Le PC se reprend, mais il n'a plus de groupe parlementaire. Le Front National est laminé. Les chiffres examinés à la loupe par Isabelle Béchler. La voici, cette nouvelle assemblée, telle qu'elle était cette nuit peu après minuit. Sa physionomie n'a pas changé. Deux forces de taille équivalentes, le PS et l'URC, se hissent l'une et l'autre sur la pointe des pieds sans atteindre le seuil salvateur des 289 sièges. À gauche, le Parti communiste a perdu 8 sièges par rapport à l'Assemblée sortante, mais ne peut plus constituer un groupe, car il faut 30 députés. À l'extrême droite, le groupe du Front National va disparaître. De 33 élus à la proportionnelle, le scrutin majoritaire ne lui laisse plus qu'une place à l'Assemblée. La première surprise qui a déjoué tous les pronostics était dans le taux extrêmement élevé des abstentions le 5 juin. Malgré l'appel à la mobilisation du président de la République entre les deux tours, 29% d'électeurs se sont désintéressés de l'issue du scrutin. Voilà, que va-t-il se passer maintenant? Question. Eh bien, tous les regards se tournent évidemment vers l'Élysée. C'est désormais le président qui est le maître du jeu, je le disais à l'instant en ouverture du journal. On l'a appris, donc tout à l'heure, le président s'adressera aux Français demain soir. Après l'Élysée, tournons-nous maintenant vers l'hôtel Matignon, où Michel Rocard a fait preuve d'une grande discrétion aujourd'hui. Depuis tout à l'heure, on sait également que le Premier ministre sera reçu à l'Élysée demain à 10 h pour présenter éventuellement sa démission, une démission que le président de la République n'est pas obligé d'ailleurs d'accepter. Les explications tout de suite de Rachid Arabe. Michel Rocard a passé l'après-midi à Conflans-Sainte-Honorine, histoire de montrer que la vie continue. Le Premier ministre devrait donc donner sa démission dès demain, mais le président de la République prendra certainement son temps pour se décider. François Mitterrand ne donnera visiblement pas sa réponse avant le 22 juin, veille de la reprise des travaux à l'Assemblée. Et cela pour une raison toute simple, il s'agit de permettre aux ministres réélus députés hier soir de pouvoir élire le président de l'Assemblée nationale le 23 juin. Ce jour-là, en effet, le groupe socialiste aura besoin de toutes ses voix. Ensuite, Michel Rocard devrait être appelé à composer un nouveau gouvernement. Cela devrait se produire aux alentours du 28 ou 29 juin. Un nouveau gouvernement qui devrait être plus restreint que l'équipe actuelle. Une équipe qui ne comprendrait pas de centristes, en tout cas dans un premier temps, sauf surprise possible. L'été sera donc propice aux négociations sur l'ouverture nouvelle formule. Depuis hier soir, vous l'avez compris, on évoque avec insistance le rôle clé des centristes. Les centristes, et notamment le CDS, pourraient être au cœur de la recomposition du paysage politique français, avec comme pivot un groupe autonome à l'Assemblée nationale. N'anticipons pas, car pour l'instant, les avis diffèrent sensiblement au sein de l'UDF. On l'a entendu hier soir. Il en est de même d'ailleurs au sein de l'URC, où la ligne de clivage ne passe pas obligatoirement entre l'UDF et le RPR. Laurent Boussier, Jean-Louis Le Senne. Depuis hier soir, l'union du Rassemblement et du Centre n'est plus ce qu'elle était pendant la campagne. Car les clivages ne passent plus forcément par les frontières entre familles. Il y a d'abord l'étonnant d'une opposition ferme, ferme sauf si le PS fait un effort, mais on n'y croit guère. Nous appuierons toute politique qui reprendra les grands objectifs que j'avais défendus au nom de la majorité sortante lors du deuxième tour des élections présidentielles. Je crois qu'il faut une majorité, une opposition bien claire. Vous ne pouvez pas mélanger à l'intérieur d'un même gouvernement une chose et son contraire. Ou alors il faudrait que les socialistes vraiment évoluent encore, et ils en sont bien loin. Il y a ceux qui, pour reprendre l'expression de Valéry Giscard d'Estaing, sont favorables à une cohabitation rénovée, à commencer par Giscard lui-même qui parle des électeurs.
ils ont cherché à dire à leurs élus et aux hommes politiques français, nous voulons que les deux moitiés de la France travaillent ensemble. La question est posée en termes de contrat de gouvernement, avec des objectifs clairs et des méthodes pour les atteindre, et cela dans la transparence et dans la loyauté à l'égard de quiconque. Personnellement, je ne me déroberai pas à ce que j'estime être un devoir impérieux. Je crois que les Français nous ont dit très clairement, on est à la télévision, le noir et blanc ça suffit, nous on veut la couleur. Il y a enfin ceux qui appellent de leur vœu une majorité républicaine. Les barristes purs la pensent nécessaire, mais pour cela, il faut distinguer les centristes et le reste de l'UDF. Il appartient au président de la République, conformément au principe même de la Ve République, de choisir les orientations qui permettraient à cette majorité de se constituer. Je souhaite un gouvernement de très large union. C'est très clairement ce qu'ont voulu les Français. Un gouvernement de très large union dont le centre me paraît devoir être le pivot. C'est évidemment à l'UDF que ça coince le plus, entre la volonté d'union avec le RPR, le souhait pour certains centristes de voler de leurs propres ailes pour rejoindre une gauche modérée, et finalement entre Giscard et Barre. Résultat, bureau politique du Parti républicain cet après-midi, dîner du CDS ce soir, bureau politique de l'UDF demain. La troisième mi-temps des élections ne fait que commencer, mais comme en sport, c'est généralement la plus longue et la plus éprouvante. À gauche maintenant, l'ambiance est faite de certitudes et d'interrogations également. Le PS et ses alliés gagnent 62 sièges, sans atteindre, vous le savez, la majorité absolue. Le PC, fort de ses 27 élus hier soir, sera en quelque sorte le juge de paix de la gauche. Dès hier soir, M. Georges Marchais déclarait ouvertement sur notre antenne que le PC envisageait le soutien au cas par cas. Côté socialiste, on cache mal une certaine perplexité, avec d'un côté les tenants d'une ligne traditionnelle et de l'autre les partisans de l'ouverture. Analyse de Pascal Guimier et Henri Elie. C'était il y a 7 ans, jour pour jour, 4 ministres communistes entraient au gouvernement. Le Premier ministre s'appelait Pierre Mauroy. Mais 1988 ne répétera pas 81, l'union de la gauche appartient bien au passé. Aujourd'hui, côté communiste, on se prétend certes disponible, mais tout en dénonçant la politique d'austérité que poursuivrait François Mitterrand. Pierre d'achoppement, le SMIC, l'impôt sur les grandes fortunes, les crédits militaires ou l'Europe de 92. Pour Georges Marchais, pas de collaboration avec un certain Michel Rocard. Il est donc hors de question, dans de telles conditions, que les communistes puissent participer à un gouvernement constitué en vue de tels objectifs et à la majorité parlementaire qui le soutiendra. Mais, après tout, les socialistes ne leur ont rien demandé. Pour eux aussi, l'union de la gauche est bel et bien enterrée. Après un thème qui a plutôt fait long feu, celui de l'ouverture, si cher au cœur de Michel Rocard, l'heure est résolument au rassemblement de cette majorité de progrès dont les contours restent flous. Je veux dire ici ma conviction et mon espoir de voir se réaliser autour de ces thèmes le rassemblement indispensable au soutien d'un gouvernement de progrès. Un rassemblement, en tout cas, qui se décline différemment selon les personnalités. Pour les uns, le PS ne pourra longtemps échapper à la nécessité de s'élargir sur son flanc droit. Pour d'autres, il faut d'abord légiférer pour gouverner, ce qui implique de s'entendre avec des députés communistes plus nombreux que prévu à l'Assemblée nationale. Tant que le président de la République n'aura pas parlé, les ténors socialistes resteront prudents. Une évolution se dessine néanmoins, un glissement vers des majorités d'idées sur des projets précis, en clair des majorités au coup par coup, avec un PS aussi attentif à son flanc gauche qu'à son flanc droit. Alors pour mieux cerner les résultats d'hier soir, arrêtons-nous quelques minutes sur les reports de voix. Globalement, il semble que les électeurs du Front National se soient plutôt bien reportés sur les candidats de l'URC. Nous y reviendrons dans quelques instants. À gauche, par contre, l'attitude de certaines fédérations du Parti communiste a coûté quelques sièges au Parti socialiste. Un exemple à Lyon, où un député du PS fait les frais de l'opération. Reportage, Claude Régent. Gérard Collomb vient d'apprendre sa défaite. Il lui manque 1 millier de voix. Le non-désistement du PC lui a coûté son siège. Les communistes du Rhône, prétextant la présence à ses côtés d'un suppléant barriste, André Mur, adjoint à la culture de la ville de Lyon, lui ont fait payer cher cette ouverture. Le rival communiste de Gérard Collomb au premier tour justifie l'attitude de son parti. Si la gauche l'avait emporté, ça aurait été sur un autre projet politique. Et je crois que les électeurs de la première circonscription ont condamné l'ouverture qu'a voulu Gérard Collomb et qui est une alliance politique contre nature.
Curieusement, il n'y a pas d'agressivité dans les déclarations du seul socialiste qui pouvait envisager le succès à Lyon. Je suis battu logiquement dans le mouvement national, peut-être avec une mobilisation des militants communistes nous serions passés. Ceci étant, je n'ai aucune amertume et je leur dis que pour l'avenir, le combat devra être commun. Les socialistes ne veulent pas tout casser de ce qui reste localement de l'union de la gauche. Une formule que Gérard Collomb, un proche de Pierre Mauroy, ne récuse pas. La bavure des reports de gauche a fait une heureuse Bernadette Isaac-Sibylle, nouveau député CDS. Dans ce camp, les consignes d'abstention émanant cette fois du Front National n'ont pas été suivies. Voilà, tout au long de la campagne, souvenez-vous, nous avons longuement évoqué le cas de Marseille. Marseille, ville test, pendant les premiers jours de la campagne, s'est mutée en Marseille, ville de l'arrangement, au cours de la toute dernière semaine de campagne. Dans les Bouches-du-Rhône, le deuxième tour des législatives est synonyme de déroute pour le Front National. Tous les leaders sont battus, mais hier soir, à l'heure du bilan, Jean-Marie Le Pen se félicitait quand même d'avoir brisé la vague rose. Je cite ses propos. À Marseille, reportage de Roland Sicard et Henri Bodiguel. Conseil de guerre ce matin au Front National, les amis de Jean-Marie Le Pen resserrent les rangs autour de leur chef, la bataille a été rude. Premières impressions, premiers commentaires et déjà l'amorce d'une contre-attaque. Tu seras bien candidat à la mairie de Marseille parce que je fais un tract de la Marignette pour le dire. Plaisanterie de circonstance, sourire un peu crispé, il est vrai que pour le Front National, l'échec est patent. Pourtant, Jean-Marie Le Pen ne s'avoue pas vaincu. Je reviendrai à Marseille pour préparer les élections futures, élections cantonales, élections municipales, sénatoriales et beaucoup d'autres. Non seulement à Marseille et en Provence, mais aussi dans toute la France. Jean-Marie Le Pen pense à l'avenir. Il est vrai que le Front National est bien le grand perdant de ces élections législatives. Défaite d'abord au plan parlementaire, avec un seul député, le Front National se retrouve donc pratiquement exclu de l'Assemblée nationale. Défaite ensuite pour ce qui concerne l'opération de repli des leaders du parti de Jean-Marie Le Pen dans le Midi. Maigret, Stirbois et Jean-Marie Le Pen lui-même ont été battus dans les Bouches-du-Rhône. Les Bouches-du-Rhône où l'accord de retrait réciproque entre la droite et l'extrême droite a fonctionné à sens unique. De toute évidence, les électeurs de l'URC se sont montrés réticents pour apporter leur voix au Front National. Alors battu à Marseille, le Front National obtient quand même finalement un siège de député dans le Var. L'élu, Madame Pia, n'est autre que la filleule de Jean-Marie Le Pen. Brossé par Christophe Martet, voici à présent le portrait de cette mère de famille de 39 ans, militante de longue date au Front National. Une bise à l'une et à l'autre, en alternance. Journée sans temps mort pour Yann Pia. Une séance de photos avec ses deux filles. Un petit coup de peigne. Ah non, basta, ça suffit. Et il faut répondre aux journalistes de la presse locale. Mais l'unique députée du Front National se prête volontiers au jeu. Elle ne semble pas détester les feux de la rampe. Yann Pia, qui fêtait hier ses 39 ans, est au Front National depuis 1977. Élue députée en 86, elle est également conseillère régionale de Provence-Côte d'Azur. Pendant la campagne des législatives, elle a toujours prêché l'union de toutes les droites. C'est ce qui lui a valu, selon elle, d'être victorieuse. Quand vous parlez à des hommes ou des femmes de droite, qu'ils soient RPR ou UDF, nous défendons tous les mêmes valeurs. Nous aimons notre pays, nous aimons nos enfants, nous voulons défendre l'entreprise privée, par exemple. Seul rescapé des 33 députés du Front National, Yann Pia ne peut pas espérer grand-chose de sa présence à l'Assemblée nationale. Elle a déjà une autre échéance en tête, les municipales. Oui, je serai candidate encore une fois, mais toujours dans le même esprit. Je serai une candidate d'union et toujours dans un esprit d'union et de communication. Je crois que c'est ce qui est important. Ça ne vous déplairait pas d'avoir une mairie comme hier, par exemple? C'est une ville magnifique, superbe. Les municipales, Yann Pia au Front National n'est pas la seule à y penser. Ce qui ne l'empêche pas pour l'instant de savourer sa victoire. Une victoire pourtant sur fond de désastre pour tous ses amis de l'extrême droite. Autre constatation, de nombreuses circonscriptions ont été gagnées ou perdues hier soir sur le fil du rasoir, c'est le cas de le dire. 75 voix d'avance pour Philippe Seguin dans les Vosges, à Épinal. 42 voix de majorité pour l'ancien ministre André Rossi à Château-Thierry dans l'Aisne. Dans la région parisienne, Pierre-André Wilzer, un proche de Raymond Barre, retrouve son siège avec une avance toute petite de 49 voix. À Marseille, Bernard Tapie s'incline de 84 voix face à Guy Tissier de l'URC. Vous l'avez sans doute suivi hier soir sur notre antenne. À Marseille, le suspense a été total. Et aujourd'hui encore, il y a de la contestation dans l'air. Je viens d'apprendre à l'instant même
que Bernard Tapie avait intenté un recours en annulation. Ce recours sera déposé dans les heures qui viennent. Alors Paul Amar, essayons de faire le point au lendemain de ce deuxième tour, c'est pas évident. On attend, je le disais tout à l'heure en ouverture du journal, la déclaration de François Mitterrand, le président de la République. Pour demain. Oui, pour demain, demain soir 20h. Est-ce qu'on peut parler pour autant de crise politique, Paul? Non, non, je ne crois pas qu'il faille dramatiser. Cet épisode n'est pas perçu par les Français comme une crise politique. Ils se sont endormis hier soir très tard, sans majorité parlementaire. Ils vont s'endormir ce soir encore sans majorité parlementaire. Ils ne feront pas de cauchemar pour autant. En revanche, la classe politique est-elle beaucoup plus perturbée, désorientée même. Elle ne retrouve plus depuis 24 heures ses repères et elle attend tout d'un homme, d'un seul, comme s'il avait le pouvoir de résoudre à lui seul ce dilemme, ce casse-tête, François Mitterrand. Alors faisons un peu de prospective, Paul. Que peut faire le président Mitterrand? Je crois qu'il lui faudra un grand talent pour remodeler ce paysage éclaté comme un peintre en quelque sorte. Il a le choix entre plusieurs couleurs. Doit-il marier le rouge et le rose? Il n'est pas sûr qu'il en ait l'intention. Et même s'il l'avait, le rouge PC, semble réticent. Je crois qu'on l'a compris ce soir. Doit-il peindre tout le tableau en rose? Les amateurs, c'est-à-dire les électeurs, n'apprécieraient peut-être pas. Doit-il ajouter une touche de bleu UDF? Il en a peut-être la tentation, surtout s'il l'a lu, comme les autres, comme Valéry Giscard d'Estaing, comme Raymond Barre, les résultats du 12 juin. Mais ces couleurs peuvent-elles se marier pour donner un parme ou un violet agréable? J'avoue ne pas avoir la réponse. Je sais que vous n'êtes pas Madame Soleil, Paul, vous le dites très souvent, mais bon, quelles sont ses chances de réussite? Ce tableau, pour reprendre la comparaison tout à l'heure, ce tableau de l'ouverture, le mot est désormais consacré, ne peut pas être composé du jour au lendemain. Tout dépendra de la bonne volonté des modèles, c'est-à-dire des socialistes et des centristes. Elle existe, nous a-t-on dit, encore aujourd'hui, c'est-à-dire le lendemain du scrutin, mais il ne faut surtout pas le répéter, cela choquerait leurs alliés respectifs. Il faut donc laisser du temps au temps. C'est une phrase qu'on a souvent entendue à plusieurs reprises aujourd'hui, côté rose, côté bleu. Pour l'instant, on travaille dans la coulisse, c'est ça, Paul? Merci. Législative et réflexion à travers deux chiffres sur le petit écran hier soir. Nouvelle victoire d'Antenne 2, l'audimat, vous savez, celui qui nous permet de mesurer votre fidélité, a placé Antenne 2 largement en tête. Plus de 22% d'audience moyenne pour l'ensemble de la soirée. Succès que nous partageons évidemment avec nos confrères d'Europe 1 et de Paris Match, avec qui nous étions associés. À la bourse, on garde son sang-froid après le résultat des élections. Baisse de 1,33% en fin de journée. L'indicateur de tendance accusait une baisse de 2,4% en début de matinée. Il faut dire que la bourse est surtout secouée en ce moment par un scandale qui sera marqué sans doute demain par la démission probable de l'ancien syndic des agents de change, Françoise Joly. Demain, cet homme devrait donner sa démission. Xavier Dupont, président de la Société des bourses françaises, choisirait ainsi d'assumer l'entière responsabilité du nouveau scandale qui a éclaté vendredi à la bourse. 500 millions de francs ont été perdus par la Société des bourses françaises, une société chargée normalement du bon fonctionnement de la bourse. Pire, c'est une partie même du fonds de garantie qui a été joué, celui qui sert à rembourser les actionnaires en cas de défaillance d'un agent de change. Tout cela parce qu'un gestionnaire de la chambre syndicale a tenté des placements hasardeux sur le MATIF, le marché à terme des instruments financiers. Aujourd'hui, le ministère des Finances aurait demandé à la Société des bourses françaises de reconstituer ce fonds, voire de l'augmenter. Une nouvelle affaire qui risque de porter atteinte à la crédibilité de Paris en tant que grande place financière internationale. Voyons rapidement les autres faits marquants de l'actualité. À Luxembourg, journée importante pour l'Europe avant le prochain sommet d'Hanovre. Depuis ce matin, les 12 ministres des Finances planchent sur la libre circulation des capitaux en Europe, et ce pour bientôt, à l'horizon 89. Dès l'an prochain, on pourra par exemple emprunter, s'assurer et placer son épargne là où on voudra en Europe. Un bouleversement qui séduit visiblement nos voisins allemands. Les Français ne s'y opposent pas, mais ils posent un certain nombre de conditions, notamment en matière fiscale. Philippe Sassier, au Luxembourg. Le souci majeur du ministre des Finances, Pierre Bérégovoy, est d'éviter que la libre circulation des capitaux en Europe se traduise par une fuite des bas de laine français. En effet, rien n'empêchera un épargnant français d'ouvrir librement un compte dans une banque luxembourgeoise, comme celle que vous voyez là, pour y effectuer des opérations financières s'il y trouve un avantage fiscal ou bien une rémunération plus attrayante. Le dossier le plus embarrassant, ouvert par les 12 ministres des Finances cet après-midi, était donc celui de la taxation de ces capitaux voyageurs et d'un rapprochement des diverses fiscalités européennes concernant l'épargne et qui, dans plusieurs pays, sont nettement plus souriantes qu'en France.
Les discussions sont donc très difficiles ici à Luxembourg, la France désirant gagner du temps afin de se préparer à cette nouvelle et très importante étape européenne. Mais il semble que le compromis vers lequel on s'achemine est de fixer à septembre 1990 l'entrée en vigueur de cette libre circulation des capitaux. 2 ans pour rapprocher les fiscalités, 2 ans avant de faire voyager votre épargne comme vous l'entendrez. Oui, merci Philippe. Complément d'information, on vient de l'apprendre, un accord sur la libération des mouvements de capitaux est intervenu tout à l'heure à Luxembourg. À l'étranger, le tribunal suprême de l'URSS vient de réhabiliter plusieurs dirigeants bolcheviques liquidés par Staline en 1936 et 1937, parmi eux Zinoviev, Kamenev et Radek. Le tribunal lève les accusations mais ne porte pas d'appréciation sur la nature des positions défendues par les dirigeants de l'époque. Les autres téléx de l'étranger avec Isabelle Stess. À Moscou, manifestation de soutien aux Arméniens du Nagorno-Karabakh. Les habitants de cette région d'Azerbaïdjan réclament leur rattachement à l'Arménie. Une vieille querelle nationaliste qui ne cesse de s'aggraver depuis 5 mois. La grève générale a été décrétée dans plusieurs villes d'Arménie. Violents affrontements entre l'Iran et l'Irak. Les forces iraniennes lancent une nouvelle offensive sur le front sud. Elles auraient pénétré en territoire irakien. Selon Téhéran, les combats ont fait 4000 victimes et 700 prisonniers parmi les troupes irakiennes. En Afrique du Sud, la Cour suprême de Pretoria refuse de rouvrir le procès des 6 de Sharpeville, 6 Noirs condamnés à mort pour avoir participé il y a 4 ans au lynchage d'un élu local. Leur sursis à exécution a été prolongé jusqu'au 19 juillet. Le sida à présent, parlons-en. Les chercheurs réunis à Stockholm pour le 4e congrès mondial sur le sida sont de plus en plus pour une action précoce contre le virus du sida et ils se disent très préoccupés par la contamination des toxicomanes. Sur place, l'un de nos envoyés spéciaux, Jean-Daniel Flézaquier. Les usagers de drogue dure, ceux qui s'injectent directement dans les veines l'héroïne ou d'autres produits, représentent depuis décembre 1987 un tiers des nouveaux cas de sida déclarés en Europe. 3 pays particulièrement visés, l'Espagne, l'Italie et hélas la France. Ces chiffres inquiètent énormément les spécialistes réunis aujourd'hui à Stockholm parce que le sida, dans cette catégorie de personnes, les drogués, ne correspond pas au schéma qu'on a l'habitude de voir. Il touche autant les femmes que les hommes, des femmes jeunes qui souvent se prostituent pour payer la drogue et quand elles se prostituent, elles peuvent transmettre le virus à leurs clients qui vont ensuite le transmettre à d'autres femmes. Et puis surtout, ces femmes sont en âge d'avoir des enfants et dans un cas sur 2, elles transmettront le virus à l'enfant qui n'a aucune chance de dépasser l'âge de 3 ans dans les connaissances actuelles de la maladie et de son traitement. Face à ces problèmes, les spécialistes se sentent bien désarmés car il n'y a aucune campagne de prévention qui peut marcher, aucune sensibilisation, comme dans le milieu homosexuel par exemple. Et chacun voudrait ici, plutôt que de connaître le traitement miracle de la maladie, connaître une méthode qui permette d'expliquer aux toxicomanes qu'il est grand temps qu'ils fassent attention. À Tours, les analystes se poursuivent après la pollution de la nappe phréatique dont on a beaucoup parlé. Normalement, l'eau devrait à nouveau couler dans les robinets dès demain matin. Élus, scientifiques, experts ont pris un maximum de précautions. Aux dernières nouvelles, on croit savoir, il faut encore parler au conditionnel, que la nappe phréatique n'aurait pas été polluée. L'optimisme est donc plus ou moins de rigueur ce soir et sur place, la 4e journée sans eau potable a quand même été difficile. Reportage de Patrice Velay. À Tours, il y a plein de choses impossibles. Aller aux toilettes en ville, commander une carafe d'eau ou un café au bar, s'offrir une nouvelle coupe chez le coiffeur. La vie économique a repris au ralenti ce matin. Pour les commerçants, le manque d'eau complique tout. On a moins travaillé ce week-end par rapport il y a une semaine ou il y a 2 semaines. Ils sont méfiants, très méfiants. Il faut vraiment leur apporter des bouteilles bien fermées par sécurité parce que on ne sait jamais quand même. Mais à Tours, il y a aussi des choses qui changent. On expérimente la solidarité. Autour des 51 points de ravitaillement, des jeunes donnent un coup de main aux militaires. Puis surtout que les vieilles personnes commencent à sortir, ça leur fait... généralement elles sortent pas, on les voit pas, et puis là elles sortent, on leur rend service, ça leur fait très plaisir. Et vous, ça vous fait plaisir de parler avec des adultes? Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Ça permet de renforcer l'amitié, de connaître du monde. Et puis c'est quand qu'on a besoin de la solidarité des gens, et c'est là qu'on connaît qu'on n'est pas si mauvais que ça, quoi. La jeunesse est encore là, quoi. Et puis à Tours, cet après-midi, monsieur le maire a annoncé une bonne nouvelle. À 45 mètres sous la Loire, pas de pollution de la nappe phréatique. L'eau courante, c'est donc pour bientôt. Encore 48 heures de patience au maximum. Et ces wagons-citernes venus de Sète ne seront plus qu'un drôle de souvenir pour les Tourangeaux.
En sport, oubliez momentanément le football et l'automobile dont on a beaucoup parlé ce week-end. Tournons-nous vers la Transat anglaise où le duel Philippe Poupon-Olivier Moussy, un duel franco-français, bat son plein. Le point avec Jean Mamère au PC de la course qui se trouve au musée de la Marine à Paris. Tout va très vite maintenant, Henri, dans ce que l'on pourra appeler les dernières heures de cette Transat. Après une nuit difficile, Philippe Poupon est désormais bien en tête de la flotte. Il ne se trouve plus qu'à 500 000, pratiquement 1000 km de Newport, et est installé largement en tête puisqu'il possède 130 000, environ 250 km d'avance sur ses deux plus sérieux poursuivants, Olivier Moussy sur l'Etri Mont-Saint-Michel et Loïc Perron sur l'Adapoc. Philippe Poupon navigue désormais dans des conditions beaucoup plus clémentes et ce sont celles-ci qui devraient l'accompagner jusqu'à l'arrivée. Si tout se passe bien pour lui, il est attendu à Newport dans la journée de mercredi ou dans la nuit de mercredi à jeudi. Quoi qu'il en soit et quelle que soit son heure d'arrivée, Philippe Poupon va de toute façon pulvériser le record de l'Atlantique dans le sens est-ouest. 16 jours il y a 4 ans pour parcourir cette distance, 11 jours aujourd'hui, un gain de 50% en vitesse, c'est absolument fantastique. Les pronostics de Pierre Bresse pour le tiercé du mardi soir qui se court, vous le savez, sur l'hippodrome de Chantilly. Sur l'hippodrome de Chantilly, exceptionnellement, d'habitude c'est Vincennes. 20 partants, il faut jouer le 12, le 3, le 2, l'As, le 15, le 17, le 18 et le 20. Je récapitule, le 12, le 3, le 2, l'As, le 15, le 17, le 18 et le 20. Je vous donnerai les résultats et les rapports demain soir. Après ce journal, les prévisions météo, signé Sophie Davant. Dernière édition vers 23h30, présentée par Aubry et de l'Air. Demain, n'oubliez pas Télématin, 6h45, avec Isabelle et toute son équipe. À 13h, c'est Patricia Charnelet et William Lémergie qui vous présenteront l'édition de la mi-journée. Je vous retrouve demain à 20h. Bonsoir et merci.